Je me tourne vers Isabelle de Mecnem. Isabelle de Mecnem, on l'a dit tout à l'heure, professeure à l'ESP de Reims et référente laïcité, entre autres choses, de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et en tant qu'enseignante des DSP, avec tout ce qui vient d'être dit, oui. Je crois que c'est sur vos épaules que repose notre avenir. Et je vous laisse la parole. C'est ce que j'allais dire. Je vais tenter de relever le défi de prendre la parole après Barbara Lefebvre. Mon propos sera sans doute moins tonique, sans doute moins critique également. Les deux? Non, c'est bon. Je ne comprends pas. On ne vous entend pas assez. Ah, d'accord. Mettez-le plus près. Très bien. Parfait. Donc, je vais tenter modestement d'ouvrir la boîte noire de la formation des maîtres. Et en tous les cas, je remercie sincèrement Jean-Pierre Sakoun d'avoir pensé à l'évoquer, parce que c'est une question qui est souvent justement négligée, méprisée, oubliée. Il faut que vous parliez plus fort. Il faut bien parler dans le micro. On va mettre les deux. On va les mettre côte à côte. Décidément. Vous êtes... Oui, d'accord. Deux micros. Oui, donc je disais que c'était une question souvent... Non, mais on entend très bien au fond. Le son passe très très bien. D'accord, je suis rassurée. Donc une question méprisée, négligée, oubliée, sous-estimée. Or, il me semble précisément qu'il est impossible et impensable de ne pas soulever la question de la formation des maîtres, que je considère pour ma part comme une question en revanche extrêmement sérieuse. C'est dans ce lieu géométrique que s'accomplit la dévolution des réformes scolaires, du changement, comme disent nos technocrates, qui ont gardé un imaginaire révolutionnaire, si ce n'est une culture et un savoir de cette nature. Mais souvent, effectivement, point aveugle de la réflexion, en raison, et là je tiens à souligner ce point, ne comptez pas sur moi précisément parce que je suis professeur en école supérieure du professorat et de l'éducation, que je l'ai été précédemment en IUFM et que je l'ai été encore plus antérieurement en école d'instituteur, en école normale d'instituteur. Je connais la difficulté de ce métier de formateur. Donc, je n'ai pas envie de le salir, de le ternir et de l'ensevelir sous des critiques. En revanche, je tiens à garder toute ma lucidité et être capable, je l'espère, de produire des analyses distanciées. On va dire les choses ainsi. Donc, je tiens à souligner la complexité redoutable de ce projet qui est de former des maîtres. Est-ce que la solution a déjà été trouvée? Point d'interrogation. Il me semble que précisément cette formation des maîtres est vouée à une forme de crise chronique, de crise récurrente. Et on sait malheureusement, ce qui confirme tout à fait mon propos, mon sentiment, que cette réforme est à nouveau en chantier. Alors, force est de constater, nous sommes en 2018, que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, créées en 2013, je le rappelle, et dans le cadre d'une loi dite de refondation de l'école de la République, donc son intitulé à cette loi était extrêmement fort, extrêmement symbolique, eh bien ces aspects restent encore mal connus de l'opinion, et j'ai presque tendance à dire que même dans le milieu universitaire, leur identité reste floue et leur existence marginale. Alors, il me semble qu'il s'agit de souligner ce que j'appellerais volontiers un déficit de légitimité de ces écoles 5 ans après leur création. Pourtant, il s'agit, je le rappelle au passage, de composantes universitaires, mais qui restent des composantes indéniablement à part. Alors, à part pour quelles raisons? À mon sens, elles sont tendues ou écartelées entre deux cultures,
la culture scolaire et la culture universitaire, entre deux tutelles, le rectorat et le président d'université, avec, pour compliquer la situation, un directeur ou une directrice au milieu. Et elles sont fondées, surtout ces écoles, sur un véritable dualisme qu'à l'époque des UFM, on appelait le dualisme théorie et pratique, hein, de la théorie d'un côté et de la pratique de l'autre. Comment les articuler à travers une formation des enseignants? Et aujourd'hui, on pourrait reformuler les choses, mais l'idée reste véritablement la même. D'un côté, la logique professionnelle d'une formation par le terrain, par le biais des stages, et de l'autre, une logique extrêmement exigeante, extrêmement ambitieuse, qui est celle de la recherche universitaire. Hein, il y a cette tension vraiment constitutive des écoles qui, à mon avis, participe du tableau que j'essaie de vous retracer. Alors, pourtant, les SP avaient des missions beaucoup plus larges hein, que les IUFM, que j'ai évoquées de manière allusive tout à l'heure. Les IUFM ayant été créés, je le rappelle, en 1989 dans le cadre de la loi Jospin, la loi d'orientation dite loi Jospin. Donc des missions plus larges, mais surtout des ambitions beaucoup plus fortes ont été associées aux SP. Et là, je cite le propos du ministre Vincent Peillon, donc, qui a été le contemporain de cette création des SP. Dans son idée, elles devaient être, ces écoles, les fers de lance de la rénovation pédagogique. Alors j'imagine que c'est le genre de discours que Barbara apprécie en tout premier lieu, mais j'ai tenu à citer cet extrait de littérature. Une rénovation pédagogique qui reposait, je cite également là, les propos du ministre dans un séminaire destiné à présenter la charte en quelque sorte, non de la laïcité, mais la charte de fondation des SP, donc une offre de formation évolutive avec les nouveaux programmes. Donc, extrait de ce séminaire du 1er juillet 2013, un document que chacun d'entre vous peut consulter le cas échéant. Et donc, en toute logique, laïcité et valeurs de la République ont donc pris place dans ce qu'on appelle les troncs communs de la formation des enseignants. Des troncs communs que j'ai un peu tendance à qualifier pour ma part de trous noirs communs. Bon, donc en 2013, on y introduit cette question, ou ce problème, ou ce thème, ou ce sujet, ou etc. Laïcité et valeurs de la République. En 2014, on y introduit, dans le cadre du tronc commun, qui encore une fois s'adresse à tous les enseignants, premier, second degré, ainsi que les CPE. Donc vous voyez, vraiment c'est l'ensemble des publics accueillis dans ces écoles qui est visé par cette formation professionnelle. On y introduit l'enseignement moral et civique, voilà, qui devait s'appliquer dans les classes à la rentrée 2015. Hein, donc le calendrier était extrêmement serré. Alors, bon, je ne vais pas retracer évidemment un tableau exhaustif, historique, complet de, encore une fois, toutes les institutions qui ont contribué à la formation des maîtres. Vous m'en excuserez, mon propos ne peut être sur ce plan qu'allusif. En revanche, des documents que j'ai consultés, ce séminaire, puis un autre document que je citerai à l'instant, mon constat est le suivant, pour venir à notre sujet, qui est la place de l'enseignement des faits religieux dans la formation des maîtres. Eh bien, j'ai dû me résoudre à constater qu'aucune mention n'était faite de cette étude ou de cet enseignement du fait ou des faits religieux dans le cadre de ces troncs communs. Cela est clair et net. Alors, encore une fois, je ne veux pas développer exclusivement une perspective critique, donc je vais formuler deux hypothèses. Alors, une première hypothèse qui est, je l'avoue, généreuse et optimiste, mais qui renvoie aussi à ce statut problématique de l'enseignement des faits religieux qui a été précédemment souligné par Barbara Lefebvre. Alors, effectivement, comme vous le savez, cet enseignement est censé s'emboîter dans des disciplines préexistantes.
Donc sa non-lisibilité ou visibilité dans les troncs communs ne me conduit pas néanmoins à penser que cet enseignement est radicalement absent de la formation des maîtres. Je n'ose pas le penser. Mais l'hypothèse est néanmoins tenable, dissible. Voilà. Et la deuxième hypothèse, encore une fois, j'essaie d'être rigoureuse et d'envisager tous les cas de figure, c'est que nous aurions effectivement affaire à un oubli pur et simple. Oubli, occultation, voilà, on pourra nommer les choses comme on l'entend. Voilà, alors, pour continuer cette réflexion entre deux micros, je vais également revenir pour ma part au texte princeps, au texte source, le rapport Debré de 2002, qui a été évoqué à plusieurs reprises précédemment sous certains angles. Et pour ma part, vous vous doutez bien que je l'ai relu dans la perspective de ce colloque sous l'angle de la formation des maîtres. Et voilà, afin de savoir ce qu'il disait à ce sujet. Et j'ai eu la surprise rétrospective de me rendre compte que cette dimension était extrêmement prégnante, que là, pour le coup, la question n'avait pas du tout été mise de côté, négligée, sous-estimée, etc., etc. Et donc, je citerai volontiers dans un premier temps le dernier passage de la lettre de mission signée par Jack Lang, qui disait, cher Régis Debré, je vous demande de bien vouloir analyser ce qui existe en la matière, donc faire un état des lieux, comme on dit classiquement, et de me faire des propositions donc touchant au programme d'enseignement, et surtout, disait Jack Lang, donc le surtout m'a évidemment frappé, à la formation des professeurs. Donc, elle était donc bien prééminente, prédominante, cette préoccupation de la formation des professeurs. D'appréciables pas, disait Jack Lang, d'appréciables pas en avant ont été effectués dans cette direction avec et depuis le rapport que Lionel Jospin avait demandé au recteur Joutard en 88, cet effort doit franchir une nouvelle étape. Encore une fois, cet effort en matière de réflexion sur la formation et de proposition sur la formation des maîtres. Donc il y avait véritablement une ambition donc présente dans ce texte, dans ce rapport, une ambition qui a été réexprimée également dans la préface, dont j'extrais juste une ligne, une phrase. Préface donc de Jack Lang, qui était encore une fois le ministre de l'époque. Mieux former l'ensemble des professeurs à traiter sereinement du fait religieux s'avère une nécessité. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'adverbe sereinement, qui semble faire signe vers quelque chose de plus litigieux, de plus problématique, qui n'est pas très clairement désigné en l'occurrence, mais sans être occulté non plus. Voilà, donc pour moi, le rapport Debré était véritablement porteur d'une ambition en termes de formation des maîtres. Savoir si elle a été tenue, eh bien, c'est ce que peut-être nous verrons ensemble au terme de ma présentation. Alors, il est important, pour bien mener cette analyse que je vais vous proposer, d'avoir en tête le postulat essentiel, qui était celui du rapport de Régis Debré. Et là, je le cite, le postulat en question me paraît extrêmement, je le dis d'emblée, judicieux et fort. On ne renforcera pas l'étude du religieux sans renforcer l'étude tout court. Tel était vraiment le principe axial du rapport Debré. On aurait pu s'attendre à ce que ce principe soit transposé dans la formation des maîtres, par cohérence, par logique. Bon.
Pour moi, alors c'est une discussion que l'on pourrait avoir avec Charles, je pense que le rapport de Bray a effectué, et sans doute réussi, à mon sens, une translation, un déplacement. Il a déplacé le religieux, je préfère le nommer ainsi, de manière globale et un peu allusive, sans entrer dans ces discussions techniques. Il est passé du symbolique à l'encyclopédique, grâce à ce rapport de Bray. Je lui donne cette signification, cette portée. Donc vous voyez, à nouveau, pour moi, c'est vraiment le signe d'une grande importance à ce petit texte en termes de volume. Alors, je citerai très volontiers un extrait du rapport. Pour l'instant, j'ai cité plutôt ce que Jack Lang avait écrit autour ou avant le rapport, mais il y a une page qui a retenu en particulier mon attention et qui va nous mettre au centre de notre réflexion sur la formation des enseignants. Donc, page 35 du rapport de Bray. C'est donc sur les contenus d'enseignement, par une convergence plus raisonnée entre les disciplines existantes et surtout sur la préparation des enseignants qu'il convient de faire porter l'ambition, disait Régis Debray. Ce sont ces derniers, donc les enseignants, si je lis bien, qu'il faut inciter, rassurer et désinhiber, et pour ce faire, mieux armer intellectuellement et professionnellement face à une question qui, pour le coup, là, est qualifiée de toujours sensible. Donc on voit qu'il y a un enjeu, on devine, on pressent qu'il y a un enjeu particulier à propos donc de cet enseignement du fait religieux, qui n'est pas un enseignement comme les autres, on le comprend. Et donc Régis Debray justifie cette qualification de question sensible en disant, eh bien cet enseignement ou cette question touche à l'identité la plus profonde des élèves et des familles. Je crois qu'on ne peut guère être plus explicite. Voilà, page 35, vous retrouveriez cet extrait. Donc je vais me pencher sur les préconisations qui ont été élaborées par Régis Debray. Je ne vais pas en faire la liste. En revanche, je vais concentrer mon attention sur deux d'entre elles qui m'ont paru particulièrement intéressantes et riches. Première préconisation faite par le rapport Debray, création donc d'un module obligatoire. Le terme est important, obligatoire, dit de philosophie de la laïcité et d'enseignement du fait religieux. Voilà une excellente, une magnifique préconisation, proposition. Un module obligatoire, donc dans toute, alors j'allais dire SP, mais à l'époque il s'agissait donc des IUFM, en deuxième année de formation, après les concours, sous-entendu, eh bien, peut-être que les professeurs stagiaires seraient davantage réceptifs, libérés, n'est-ce pas, de l'angoisse de réussir leur concours. Ils seraient sans doute plus réceptifs, voilà, pour tirer profit d'une présentation, d'une problématisation de cette étude et de cet enseignement des faits religieux. Et un module qui était donc chiffré dans le rapport Debray, à savoir une dizaine d'heures. Ce qui, je vous l'assure, compte tenu de la logique et de la tendance actuelle de réduction du temps de formation, est tout à fait remarquable. Bon, voilà. Alors, je tiens à apporter mon témoignage au sujet de ce module, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pour ma part déjà professeur de philosophie en IUFM, et pour ma part, le directeur de l'époque, le directeur de l'IUFM de l'époque, s'est radicalement opposé à la mise en place de ce module, donc qui n'a jamais vu le jour dans mon institut. Voilà, il y a loin de la coupe aux lèvres, comme le dit un célèbre proverbe. Deuxième proposition sur laquelle j'aimerais porter mon attention,
hein, puisqu'elle va me permettre aussi de réfléchir précisément voilà, aux intentions de cette formation des maîtres et aux objectifs qu'elle peut ou doit poursuivre. La deuxième proposition clé, me semble-t-il, du rapport de Bré, qui a déjà été évoqué par plusieurs intervenants, c'est la création de l'IESR, Institut européen des sciences de religion, donc dans le cadre de l'EPHE. Donc, dans ce rapport, l'IESR est présenté comme une instance universitaire, hein, et encore une fois, j'ai relu précisément le rapport, une instance universitaire qui devait offrir des prestations de formation aux IUFM, qui devait élaborer des outils pédagogiques et qui devait produire des publications de référence. Voilà quel était le programme fondateur de l'IESR, un programme à nouveau où on retrouve cette marque de l'ambition. Alors, mon commentaire, mon interprétation que je vais vous soumettre et que je vais risquer, donc je prends encore une fois toutes les précautions, je ne veux absolument pas vous imposer la moindre lecture, mais voilà, de ma place de professeur IUFM, puis SP, de formatrice, comme on dit, de référente laïcité, comment j'ai tendance à lire cette création de l'IESR qui devait encore une fois irriguer la formation des maîtres. Il me semble que précisément au nom de l'inscription forte du fait religieux, de l'enseignement du fait religieux, pour être plus précise, dans la logique de l'étude, de la culture, dans une logique d'expertise et de spécialité, parce que pour le coup, peut-être ne l'a-t-on pas souligné jusqu'à présent, ce sont des savoirs spécialisés que les savoirs relatifs aux faits religieux. Donc, ils sont forcément complexes. Donc, dans le même geste qui consiste à souligner cette inscription forte dans une logique d'étude, de culture, d'expertise, de spécialité, il y a un déplacement de l'instance universitaire de référence en la matière en dehors des IUFM. Vous voyez ? Voilà ce que j'analyse et ce qui a, encore une fois, retenu mon attention et ce que, surtout, j'interroge, y compris avec le recul, y compris dans une logique rétrospective. J'ai été donc amenée à me demander si on n'avait pas ainsi dépossédé, quelque part, les IUFM de l'initiative de la formation, d'une source de formation par ce processus. Alors, je n'ai pas trouvé d'autre mot pour le désigner qu'un mot très laid, je suis confuse et désolée. Je le décris comme une opération d'externalisation. Il me semble qu'on a externalisé l'expertise, donc sur ce que devait être la formation à l'étude ou à l'enseignement des faits religieux, mettant forcément les IUFM en fragilité, voire en difficulté, puisque dépendantes d'une instance extérieure. Alors, j'identifie là une logique que j'appelle de brèche, voire même de cassure. Le rapport de Bré est daté de 2002, on l'a dit, et il me semble que cette brèche ou cette cassure n'ont fait que se renforcer. Je citerai 3 occurrences significatives, à mon sens, de ce renforcement de la brèche ou de la cassure. L'association Enquête, sur laquelle je ne pourrai épiloguer, mais que vous connaissez peut-être, l'association Enquête, qui est, comme son terme l'indique, une association, propose des formations clés en main aux SP. C'est bien une logique d'externalisation, de prestation de services. On est bien d'accord. L'association Enquête a pignon sur rue, tout le monde peut consulter son site et savoir quels sont ses objectifs. 2015, création d'un MOOC. Tout le monde sait ce que c'est qu'un MOOC.
dédié à l'enseignement des faits religieux. Ça veut dire que chaque enseignant se place devant son ordinateur, se connecte au site académique et suit un temps de formation à domicile, chez soi, le dimanche après-midi, à tête reposée pendant un temps de loisir ou de vacances. Mais à nouveau, pour moi, c'est une logique d'externalisation proposée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est sans doute le plus paradoxal. Troisième occurrence qui témoigne du renforcement, selon moi, de cette externalisation de la formation à l'étude ou l'enseignement des faits religieux, ce sont effectivement ces équipes nationales et ces équipes académiques qui viennent d'être créées, donc au sein des rectorats, des équipes qui sont intitulées laïcité et faits religieux, dont la mission est d'intervenir dans le but de résoudre des conflits se déroulant sur le terrain. Et c'est vrai que ce qui est particulièrement frappant, c'est de retrouver cet intitulé laïcité, faits religieux dans des équipes dont la finalité est évidemment extrêmement pragmatique. J'en viens donc à ma conclusion. Ce que je pointe en l'occurrence à travers ces éléments, c'est donc pour moi une fragilisation de la formation des maîtres en matière d'enseignement des faits religieux. Alors si vous combinez cette fragilisation à l'idée qu'il s'agit d'une question sensible, d'une question socialement vive, d'un enseignement contesté, y compris dans les ESPÉ, puisque un rapport de 2016 auquel Souad Ayada a d'ailleurs contribué relevait les contestations de l'enseignement de la laïcité, des valeurs de la République et de l'enseignement des faits religieux lorsqu'il est pratiqué dans les ESPÉ. D'accord ? Donc ce n'est absolument pas une vue de l'esprit de ma part. Donc une fragilisation, des contestations, vous ajoutez à cela le malaise, l'insécurité, voire l'hostilité d'une partie des enseignants à cet enseignement en tant que tel, vous vous rendez compte qu'on a affaire à un cocktail assez explosif. Tout cela, à mon sens, est clair. Pour quelle raison l'étude ou l'enseignement du fait ou des faits religieux reste le parent pauvre de la formation des enseignants. Je vous remercie.